want something to eat. We're starving down here. To eat, for goodness sake. Shut up! Ces sacrés Anglais, ils pensent qu'à manger. It's quite the most ridiculous position I've ever found myself in. Wouldn't you just like to kill them all? Your conduct is disgraceful, sir. No English soldier would ever behave in this way. Oh, blast! Tell him what we think of him and his gang. They can expect to pay for this when the time comes. Go ahead and don't mince your words. C'est par ruse et par faux barrier que vous avez pris nos forts. Vous en avez brûlé 2. Et vous n'avez pas le droit d'occuper le 3e. Vous affamez vos adversaires. Vous les laissez mourir de scorbut. 3 de nos hommes sont morts à cause de vos mauvais traitements. Vous enchaînez les survivants. Vous n'avez pas le droit. C'est contre les règles élémentaires de la guerre. Corbier. C'est tout. Yes. Well, all right. That's all. Reconduis-les. Corbier de morguer. Pour un peu, je les démontais. Ce n'est pas une raison pour démolir la table. Non, mais je les entends nous faire la morale. C'est le fanfaron qui nous assiège et nous affame depuis 3 ans. J'ai le bras qui me démange. Non, mais je ne vous comprends pas. Supporter des insolences sans répliquer, moi, je ne vous comprends pas. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Je lui aurais fait baiser les saints frères d'un Français qui en a vu d'autres. Écoute, Saint-Germain. Rien de tel que des pour satisfaire l'orgueil patriotique. Mais ça ne vaut rien. Il y a plus pressant. Ah oui, en effet. Comme par exemple ces 3 prisonniers qui sont morts. Ils étaient tous 3 à l'agonie quand nous les avons capturés. Mais nous les avons enchaînés quand même. Oui, mais eux... Il faut rendre le bien pour le mal. Puis enchaîner des humains comme des bêtes de somme, c'est du paganisme. Du pur paganisme. Vous avez un autre moyen à suggérer? Parlez vite, je vous écoute. Vous voyez bien. Après 17 siècles de christianisme. Des protestants. Pardon, ce sont des hommes. Des ennemis. Nos ennemis. Et ils sont plus de 50, vous m'entendez? Nous avons plus de 50 prisonniers anglais sur les bras et nous ne sommes que 13. Vous n'allez tout de même pas vous imaginer que je vais leur faire enlever les chaînes et les laisser se promener tranquillement en plein air. Non, bien sûr. N'empêche qu'il y a du vrai dans ce qu'il dit l'anglais. Quand Londres saura. La France aussi saura. Et elle comprendra. Vous croyez? Vous croyez qu'elle prendra votre parti? Qu'elle vous appuiera? Mon pauvre ami. Avez-vous seulement un mandat précis? Un document de la cour qui atteste qu'on vous a confié le commandement des forts de la baie d'Hudson? Et je connais bien d'Iberville, Excellence. En ma qualité de gouverneur de Montréal, j'ai pu constater que c'était de la situation. Habile, rusé, discipliné. Bref, un militaire. C'est tout dire. Ah, c'est que pour moi, monsieur le ministre, la carrière des armes... Ne vous défendez pas, monsieur de Carrière. J'entre tout à fait dans vos raisons. Pour commander les forts de la baie d'Hudson, monsieur d'Iberville est assurément l'homme tout désigné. Je fais donc le nécessaire pour qu'il soit confirmé dans ses fonctions. C'est d'hommes de poigne dont la France a besoin. Et si monsieur le ministre voulait me permettre... Mais parlez, mon ami, je... Oserais-je? C'est si grave? Allez-y sans façon, voyons parler. Eh bien voilà. Si jamais Sa Majesté songeait à rappeler le gouverneur général de Nouvelle-France, monsieur de Nonville. Comme les bruits courent. Souffrez que je rappelle à votre Excellence que mon frère est secrétaire de Sa Majesté. Ah, je vois. Le frère du secrétaire de Sa Majesté. Je vous prie de m'excuser, mais je vous importune inutilement, Excellence. Mais non, je vous assure. D'ailleurs, c'est vrai, la rumeur est fondée. Vous n'ignorez pas que les relations sont fort tendues entre la France et l'Angleterre. Depuis que Guillaume d'Orange a chassé du trône son parent Jacques II. Sa Majesté est fort inquiète. Aussi, la cour songe-t-elle à nommer à la tête de la Nouvelle-France un homme de poigne, comme vous dites.
Un militaire d'expérience. Son Excellence daignerait-elle admettre que je pourrais être ce militaire d'expérience? Vous? Et en ferait-elle état à Sa Majesté? Voulez-vous que je vous dise? On se moque de vous, monsieur mon mari. Catherine. Parfait. On se moque de vous. Depuis une éternité que vous attendez, vous êtes toujours sans nouvelles de Versailles. Ah, ma pauvre amie, sans doute que la Providence veut éprouver son serviteur. Vous raisonnez comme un moinillon. Il ne vous manque que le froc, ma parole. Catherine, ma femme, je ne permettrai pas. Cessez de prendre vos dévotions pour de la politique. Taisez-vous! Il est évident que vous avez perdu l'estime de la cour. En un an, vous n'avez reçu aucune communication du ministre, ni même de ses subalternes, et vous n'avez rien fait pour redorer votre blason. Et je ne ferai rien. La gloire, la vraie, n'est pas de ce monde. Il y a longtemps que j'ai appris à ne plus rien attendre des hommes. Il est évident que de leur côté, les hommes n'attendent plus rien de vous. Catherine, vous n'avez pas le droit. Mais croyez-vous que le ciel va vous aider si vous ne vous aidez pas vous-même? La colère vous égare. Puisqu'il n'y a que les arguments tirés de la religion qui vous émeuvent, je m'en vais vous en servir, moi aussi. Je n'ai rien à me reprocher. Patrie est mon roi avec honnêteté, zèle et dans le plus grand respect de mon Dieu. Si cela ne me vaut qu'indifférence de la part de mes supérieurs, je le regrette, mais je n'y puis rien. Si, vous y pouvez quelque chose. Quoi? Mais je ne sais pas, quelque chose. Un geste d'éclat, qui sorte de l'ordinaire, qui attire l'attention des gens et... Faites élever là, sur la place publique, un monument au ministre de la Marine. Le marquis de Singley? Et oui, pourquoi pas? La cérémonie ferait du bruit, et c'est ce qui compte. Le Singley, vous n'y pensez pas, quand Sa Majesté très chrétienne n'a pas encore le moindre petit monument en Nouvelle-France? Mais c'est encore mieux, monsieur mon mari. Allez, hâtez-vous. Élevez ce monument à Sa Majesté très chrétienne. Mais qu'est-ce qu'il attend? Écoutez, maman, soyez un peu raisonnable. Sainte-Hélène vient à peine de partir. Il avait dit qu'il reviendrait tout de suite m'apporter des nouvelles. Mais c'est sans doute qu'il n'y a rien de grave. S'il y avait eu de mauvaises nouvelles, Martigny serait venu tout droit nous avertir. Mais Martigny devrait comprendre que nous, les femmes, nous avons hâte d'avoir des nouvelles fraîches. Nouvelles fraîches? Façon de parler. Il ne faut pas oublier que le cousin Martigny a quitté la baie du Tson il y a 8 mois. Pas encore entré? Non. Et maman se fait du mauvais sang à cause de la blessure de Maricourt à l'épaule. Rien que ça? Bah, il s'en est tiré. Vous connaissez Maricourt. Vous vous souvenez à l'anse à la famine? Tout le monde a cru qu'il y passerait. Attendons Sainte-Hélène. Rien ne sert de se faire de la bile. C'est-il vrai que Martigny est revenu d'en haut? Oui, avant midi. Où est-ce qu'il est? Oh, que j'ai hâte d'avoir des nouvelles de mon homme. Mais mon pauvre Martigny, si c'était urgent il y a 8 mois, maintenant c'est peut-être trop tard. Je n'en sais rien, monsieur Riverain. Avec d'Iberville, on peut s'attendre à tout. Il ne s'est sûrement pas laissé mourir. Mais il faut bien dire, à Monsony, comme ravitaillement, c'est pas brillant. Plus on tergiverse, plus on perd de temps. Il faut envoyer du ravitaillement, c'est l'évidence même. Ouais, facile à dire, Sainte-Hélène. Mais mettre sur pied une expédition, c'est toute une entreprise. Suffit de 15 jours. Ma parole, tu sembles oublier que les fonds de la compagnie sont à sec. Est-ce qu'on va laisser mourir nos hommes là-bas? Il ne s'agit pas de ça. Mais comment va-t-on les payer, les membres de ton expédition? Donnez-moi carte blanche et je vous mets l'expédition sur pied. Nous partons le 4 juillet. Mon nom n'est pas Jacques de Sainte-Hélène, fils de Charles Moine. Et le mien n'est pas Jacques Lebert, fils de Jacques Lebert. Ouais. Une expédition, ça veut dire combien d'hommes? C'est embêtant. Depuis 8 mois, les conditions ont pu changer. Mais à l'œil, je dirais qu'une vingtaine. C'est ce que j'avais pensé. Ouais. Nous étions 20 hommes. Si tout le monde part, il ne restera plus que les femmes. T'en fais pas pour les femmes. Elles savent faire le coup de feu quand il le faut. Je me rallie à l'idée de Sainte-Hélène. Vous oubliez que le gouverneur Calière n'est pas rentré du vieux pays. Oh, qu'à cela ne tienne, je me charge d'obtenir les autorisations nécessaires auprès du major Bizarre. Ah ben, reste un problème, prévenir ta mère. Elle n'a plus la résistance d'autrefois. Il faudrait y aller doucement. Il faut une femme pour cela. Je m'en occupe. S'ils sont morts, dites-le-moi tout de suite. J'aime mieux la prendre sans détour. Ma bonne Catherine, qu'est-ce que tu vas chercher? Ils sont pas morts. Mais qu'est-ce que tu en sais? Dans 8 mois, il se passe tant de choses. Oui, mais tu connais d'Iberville et Maricourt.
Peut-être bien qu'ils sont prisonniers des Anglais. Et cette blessure qu'a subie Maricourt à l'épaule? Elle aurait eu le temps de guérir, voyons. Peut-être bien qu'ils sont pas prisonniers des Anglais non plus. Puisses-tu dire vrai? Et qu'est-ce que ton mari a l'intention de faire? Bah, tu comprends que les hommes ont retourné la question dans tous les sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, le 4 juillet partira une nouvelle expédition. Et qui en sera? C'est là qu'est le problème. Qui en sera? Sainte-Hélène prendra le commandement. Et il voudrait... Il voudrait quoi? Il voudrait bien amener Bienville et Sérigny. Ah non! Sacrifier encore 3 de mes fils? Ça suffit, il y a une limite à la fin. 3 de tes fils. C'est vrai. Mais si c'était pour sauver les 2 autres? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais rien du tout, je t'assure, je ne fais que supposer. Tu dis que les 2 autres sont en péril? J'ai dit si. Comprends donc. Tu vois, moi, je laisse partir les 2 seuls fils qui me restent. Quoi? Jacques et Jean-Vincent? Et ils partiraient le 4 juillet? Et mon Louis, vous avez des nouvelles? Il se porte comme un charme, ton homme. Il a hiverné à l'île Charton, avec Urbain Jeté et Honoré Dany. Et après un siège de 6 mois, d'Iberville a, pour ainsi dire, perdu patience. Et il s'est emparé des 2 bateaux. Et nous nous sommes retrouvés avec une 60aine de prisonniers sur les bras. 2 bateaux? Tu te souviens des noms? Bien sûr, le First et le Port Hope. Mais vous mettre au courant. Martigny? Qu'est-ce que tu racontes? Vous n'avez pas vu Martigny? Il a quitté Montseny en octobre. Je tombe des nues? Une semaine après le capitaine Delorme et sa cargaison de pelleterie. Le capitaine Delorme? Lui aussi? Il a quitté la baie? Vous voulez me faire marcher, monsieur de Lachenay? Il est possible que Martigny soit encore à Montréal, mais il est impossible que le capitaine Delorme ne soit pas venu à Québec. Mais je te jure, Bellefeuille, que je n'ai vu ni Martigny ni le capitaine Delorme. Mais c'est épouvantable. C'est Pierre Allemand qui pilotait le navire du capitaine. Mon Dieu, quelle catastrophe. Comment, pas encore prêt? Mais nous allons être en retard. Voilà. Il faut que je te revoie après. Espérons qu'il ne leur est pas arrivé malheur. Quelle affaire. Allez. Quelle affaire. Monseigneur Jean-Baptiste de la Croix, chevrière de Saint-Vallier, Messieurs les honorables membres du Conseil souverain, braves gens de la bonne ville de Québec, ce 5 juillet de l'an de grâce 1689 marquera une date dans l'histoire de la Nouvelle-France. En effet, ce jour est grand qui permet à nous tous, ces loyaux sujets, de rendre un respectueux hommage à notre bien-aimé souverain, Louis le XIVe, défenseur de la foi, protecteur des catholiques, ennemi des protestants, en lui élevant en cette place qui honore déjà son nom, un monument qui témoigne de ses insignes et incommensurable bonté à l'égard de ce pays de Nouvelle-France. Moi, Jacques-René de Brisay, marquis de Denonville, et gouverneur général de ces terres, décrète que ce jour marquera désormais la fête de notre bien-aimé souverain, donné sous mon sein en ce jour, ad maiorem Dei gloriam. Allez. Mes amis, vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Vive le gouverneur!
par le roi en ses conseils, en son palais de Versailles, a été décidé que pour cause de tous les sujets, et en vertu du fait que la Ligue dite d'Augsbourg a fini par transformer les deux royaumes de France et d'Angleterre en ennemis irréductibles, Sa Majesté est déterminée à sévir avec la dernière rigueur en Amérique, où elle entend reprendre manat aux Anglais, investir toutes les terres, assurer à la couronne de France l'hégémonie du Nord en s'emparant, entre autres, du fort Nelson, qui reprendra son nom original de fort Bourbon. Pour mener à bien cette grande œuvre, Sa Majesté nomme pour un deuxième terme Louis de Buade, comte de Palliot et de Frontenac, lieutenant général des armées du roi et gouverneur général de la Nouvelle-France. Donné sous mon sein ce 15e jour de juillet de l'an 1689, et c'est signé Louis le XIVe. Monsieur le comte, nos meilleurs vœux vous accompagnent. Excellence, monsieur le marquis, monsieur. Il dit qu'il avait une troupe se dirigeant vers le fort Monsoni. A-t-il pu l'identifier? T'es chez toi, Matota? Schmidt. Ils n'ont pas osé approcher. C'est sûrement les Anglais. Ils viennent d'Albanie, voir ce qu'il advient de leurs deux bateaux. Exactement comme nous l'avons fait il y a 3 ans avec le Chevalier de Troyes. Mais s'ils sont nombreux, ils vont nous réduire en charpie. Il faut courir au vent de l'attaque. Nous partons immédiatement. Toi aussi, Rebutel, avec 5 miliciens. Et moi? Toi, tu vas en profiter pour faire monter à bord du Port Hope tous les prisonniers anglais. Ils retourneront en Angleterre, si le cœur leur en dit. Mais sans Thomas More, le pilote, compris? Je ne veux pas les avoir eux aussi contre nous. Compte sur moi. Mais si ça se gâtait pour nous? Il nous reste le First. Nous nous embarquerons et nous regagnerons Québec. Et voilà. C'est sûrement l'avant-garde. En joue. Et attendez mon commandement pour faire feu. Attention. Vieux tonnerre de vieux tonnerre. Mais c'est Jacques. Ma parole, on dirait. Jacques! Sainte-Hélène! Jacques! Face à la population. Profitez de ce que monsieur mon mari soit à Montréal. Mais à quoi pense-t-on Versailles? On aurait pu prévenir, ce me semble. Oh, c'est injuste, Bluton. Terriblement injuste. La lettre se sera sans doute égarée, madame. Les communications sont tellement difficiles. C'est un affront grossier, je n'en démords pas. Une mauvaise nouvelle, mieux vaut la prendre ainsi, brusquement. Vous ne croyez pas? Par exemple. Taisez-vous, là. Vous dites que des sottises. Bien, madame. Vous êtes un impertinent. Vous êtes de mèche avec tous ces gens-là. Permettez-moi, monsieur, d'attirer votre attention sur cette lettre de change. Elle vaut exactement 60 000 livres. C'est le prix des fourrures prises à l'île Charton et qu'achète en ce moment à fort prix.
Les bonnes dames de Paris. Capitaine Delorme, vous ne sauriez croire à quel point je vous suis reconnaissant. Même si j'ai grande envie de vous chercher querelle. Vous cherchez querelle à moi, monsieur Dagenet? Oui, à vous. Je voudrais bien savoir ce qui vous a pris de filer tout droit sur la France sans passer par Québec. Je n'y suis pour rien. Adressez-vous à Pierre Allemand, mon pilote. C'est lui qui prend ce genre de décision. Allez voir l'embouchure du Saint-Laurent l'automne dernier, monsieur de Lachenay. Un vrai barrage de glace. Le soleil d'Afrique qui aurait laissé sa coque. Bon, j'ai cru sage de passer outre et de mettre le cap directement sur Rochefort. Je vous comprends. N'empêche que nous nous sommes fait du mauvais sang. Messieurs, pardonnez-moi. Je vous en prie, madame. Il faut que je vous enlève mon mari, nous sommes en retard pour la cérémonie. Faites. Cérémonie que nous ne voudrions pas manquer pour tout leur monde. Ces messieurs vont comprendre. Son Excellence Louis de Buade, comte de Palliot et de Frontenac, lieutenant général des armées du roi et gouverneur général de la Nouvelle-France.